Donc nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Lieu d'échange, comme disait Madame Janson, on est plus intelligent en étant nombreux. Donc on souhaitait, dans la construction de ce programme avec Thierry, un échange entre les différents partenaires du monde académique, c'est certain, mais surtout un échange entre le monde académique et le monde socio-économique et les entreprises, avec en arrière-pensée dans tout ça le transfert de technologie, bien évidemment, mais une autre également incertitude, ou en tout cas certitude peut-être, c'est l'universitarisation en ce qui concerne la formation, avec la nécessité de penser en équipe, donc penser en équipe à tous les niveaux. Donc je vais laisser Thierry vous expliquer un petit peu l'organisation du programme. Merci Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. La préparation du programme, en fait, c'est basé sur la médecine réparatrice et son lien naturellement avec les disciplines. C'est une particularité d'être aux confins entre des disciplines biologiques, des sciences biologiques, et des disciplines, effectivement, des sciences fondamentales. Le choix qui a été fait sur ces 4 ateliers, naturellement, concerne certaines priorités, ce qui n'exclut pas que d'autres sont encore en perspective et feront probablement partie de la suite de l'histoire, et notamment, je pense à certains aspects comme par exemple les sciences humaines et sociales, s'approprier une greffe de visage, ça peut nécessiter quand même une certaine préparation, ce n'est pas aussi simple. Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'on balaye là aujourd'hui les aspects donc vraiment très très importants en termes de prothèses, orthèses, de matériaux effectivement, en termes de transplantation, de thérapie cellulaire, qui sont des aspects innovants, et un point essentiel qui est naturellement l'enseignement, car il faudra utiliser ces techniques avec beaucoup en ayant entraîné naturellement nos chirurgiens. Une chose est certaine, c'est que cette médecine réparatrice est une discipline très nouvelle dans les sciences médicales. Elle a en tout cas beaucoup de force par son interface, par les interfaces qu'elle a, mais également une grande faiblesse parce qu'elle va avoir besoin de se fédérer, et c'est maintenant, et c'est avec ce genre de journée qu'on va effectivement fédérer cette médecine et qu'on va effectivement créer ces réseaux. La force transnationnelle est énorme. L'évolution de l'homme réparé est quelque chose qui ne touche pas uniquement, je vais dire, la santé et le confort, mais également des choses beaucoup plus intimes. Il ne faudra pas que l'homme réparé devienne l'homme égaré ou l'homme bousculé. Et donc, on aura besoin aussi de l'éthique pour le faire. Là encore, donc, un autre aspect important pour la médecine de réparatrice. Donc, je vous accueille avec vraiment beaucoup de plaisir, Jean-Pierre et moi, tous les deux, nous sommes vraiment ravis. Nous remercions naturellement nos 2 complices de cette affaire avec Serge et Emmanuel, et ça a vraiment été un grand moment de travailler ensemble, pas toujours si simple, mais vraiment on a pu faire quelque chose vraiment de très très bien, et je les remercie, et surtout leurs équipes donc, qui nous ont rejoints et les gens qui ont participé à la mise en place de ce programme. Je vous renouvelle encore donc tous mes vœux pour cette nouvelle année, et c'est vraiment un vrai plaisir de vous accueillir pour ces premières journées de médecine réparatrice. Alors je vais continuer avec une success story qui me touche très très particulièrement, avec effectivement Franck qui nous a rejoint pour nous parler d'une histoire qui illustre en fait parfaitement bien l'évolution de comment est-ce qu'on peut, à partir de cette transversalité, utiliser un médicament, utiliser une protéine, une xénoprotéine, pouvoir se l'approprier effectivement et utiliser ses propriétés pour la transplantation, mais je pense qu'il va vous en parler aussi dans d'autres applications où manifestement l'homme réparé est vraiment au cœur de cette perspective. Franck, c'est avec plaisir que je t'accueille et je te passe donc la parole pour nous parler de cette hémoglobine. Bonsoir à tous. C'est vraiment avec un grand plaisir que je suis venu à Poitiers. Vous allez voir l'histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire qui a commencé par une rencontre, et notamment une rencontre avec Thierry. Ça fait maintenant une quinzaine d'années. Voilà, une quinzaine d'années. Donc une rencontre vraiment qui nous a mis sur cette route en fait, de création d'entreprise qui est Marina. C'est Thierry, puis c'est bien évidemment l'ensemble de ses équipes. Et vous allez voir, en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous parler, en fait, vous montrer plein de résultats scientifiques. J'ai envie juste de vous dire que c'est possible. On parlait de transversalité tout à l'heure, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai été, en fait, une quinzaine d'années chercheur au CNRS. Donc, je m'intéressais à la recherche fondamentale. Donc, vous allez voir, en fait, c'est la recherche fondamentale, de passer de la recherche fondamentale à des idées, en fait, d'application. C'est un long process. On entend aujourd'hui nos politiques parler d'innovation, comme si l'innovation, c'était un claquement de doigts,
qu'on allait passer à la recherche fondamentale en créant des entreprises. Non, non, tout ça, c'est vraiment un cheminement. Et vous allez voir, c'est un cheminement, c'est des rencontres qui permettent en fait de passer de l'idée à vraiment en fait une innovation de rupture telle que je vais vous la présenter aujourd'hui. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est vraiment en fait quelque chose qui est en fait bio-inspiré. On parle beaucoup de biomimétisme. Et vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de techniques. On parle de protéomique, de génomique, de métabolomique, de transcriptomique. Et souvent, on oublie de regarder la nature. Et pour moi, en fait, regarder la nature, c'est pas une vieille science. Vous savez, moi, quand j'étais encore à l'université, on parlait de biologie animale, de zoologie. Je ne sais pas si ça s'enseigne encore, mais je vais vous montrer que finalement, la nature, elle a déjà innové avant nous, puisque finalement, on récupère aujourd'hui dans Emarina 450 millions d'années de recherche et de développement. Et donc, voilà, il y a très peu d'entreprises qui ont toutes ces années de développement. Et aujourd'hui, nous, on fait rien, on transforme en fait une idée que l'on a observée sur une plage en Bretagne en innovation majeure pour la santé. Avant de commencer, je vais vous donner 3 chiffres. 3 chiffres, et ces 3 chiffres, en fait, je vais vous donner ensuite le dénominateur commun de ces chiffres, qui sont en fait liés à l'innovation que l'on a découvert, c'est 100 millions. Alors 100 millions, c'est quoi? 100 millions, c'est le nombre de litres de sang qui manque tous les ans dans le monde pour satisfaire les besoins de la population mondiale. 100 millions de litres de sang. 95% de la population française sait que donner son sang, ça permet de sauver des vies. On n'est que 5% à le faire tous les ans. Donc c'est un besoin crucial. 23 828 personnes, c'est le nombre de patients qui attendent un greffon. Ces chiffres, c'est de l'ABM, c'est les chiffres 2017 de l'ABM. Donc 23 800 personnes qui attendent un greffon, sachant que tous les ans, par manque de greffons, il y a à peu près 300 à 400 personnes qui décèdent, et tout en sachant aussi qu'aujourd'hui, les conditions de préservation des greffons ne sont pas optimales. 30 secondes, c'est le nombre d'amputations qu'il y a toutes les 30 secondes dans le monde. Donc vous imaginez, depuis qu'il y a eu en fait, les vœux qui ont été présentés, le nombre d'amputations qu'il y a eu en fait, dans le monde. 30 secondes, une amputation toutes les 30 secondes dans le monde. Alors le dénominateur commun de tout ça, c'est l'oxygène. En fait, tout ça, en fait, quand on parle de culots globulaires, de globules rouges, c'est un transporteur d'oxygène. Quand on parle de préservation de greffons, c'est aussi une problématique en fait, de transport d'oxygène et de délivrance de l'oxygène. Quand on parle d'amputation liée en fait, à des problèmes de cicatrisation, c'est principalement les problèmes de pieds diabétiques, c'est aussi un problème d'oxygénation en fait, au niveau des membres inférieurs. Et donc, vous allez voir, avec l'innovation que l'on a découverte, on répond aujourd'hui à la plupart des pathologies en fait, où il y a un manque d'oxygène. Et dans cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je vais vous emmener sur le chemin en fait, de la découverte d'un petit ver marin sur la plage qui a été, le moteur en fait, de toutes les innovations que je vais vous parler, jusqu'à aujourd'hui ses utilisations en, fait, en médecine. Alors pourquoi on a besoin de produits sanguins ou produits de transporteurs d'oxygène? C'est la vie qui va de plus en plus vite. Quand on a un accident sur la route, souvent on a besoin d'une transfusion sanguine. Le problème aujourd'hui, c'est que vous savez, je ne sais pas s'il y a des donneurs de sang parmi vous, mais qu'une poche de sang, en fait, c'est 42 jours de préservation à 4 degrés. Donc on a du mal en fait, à amener ces produits sanguins sur ces lieux-là. Et donc on a vraiment une problématique en fait, au niveau du transport de ces produits sanguins. Alors ici, on est dans une faculté de médecine. Tout à l'heure, il y a eu une présentation qui a été faite. Dans les blocs opératoires, on a besoin de plus en plus de produits sanguins. Juste pour vous donner quelques idées, en fait, la chirurgie orthopédique demande de nombreux produits sanguins en volume. La greffe hépatique, je discutais il n'y a pas très longtemps avec un chirurgien hépatique. On peut avoir besoin de 20-25 kg globulaires. Donc qu'est-ce que ça fait? 20-25 fois 450 millilitres. Donc on a besoin en fait, énormément de produits sanguins. Et puis malheureusement, les attentats. Les attentats, c'est plus anecdotique, on en parle tout le temps. Les attentats, c'est de nombreux blessés, de nombreuses personnes qui auront besoin enfin, d'une transfusion sanguine. Et donc malheureusement, on ne sait pas non plus amener en fait, ces produits sanguins sur ces lieux. On ne sait pas traiter 300, 400, 500 personnes blessées en même temps. Imaginez-vous, encore une fois, donc les produits sanguins, une poche de sang, 42 jours à froid, avec tous les problèmes de typage sanguin. Et moi, j'étais à Paris quand il y a eu en fait, le Bataclan. Et on était, en fait, souvent on dit non, mais en France, on est autosuffisant en France.
Donc c'est ce qu'on entend. Eh bien c'est faux. De temps en temps, on n'est pas autosuffisant ou on est en limite de stock quand on est en hiver ou en période estivale. Et surtout, en fait, encore une fois, quand il y a des attentats, on ne sait pas transfuser sur les lieux en fait, de ces catastrophes. Vous avez entendu parler à cette période-là de médecine de guerre. C'est exactement ce qui se passe. On va trier les patients, ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Ceux qui parlent, ils vont attendre. Ceux qui ne parlent pas, on va les traiter. Malheureusement, à Paris, il y a eu des personnes qui sont décédées sur des trottoirs parisiens parce qu'on n'a pas pu les transfuser, parce qu'on ne sait pas amener des culots globulaires en fait, sur ces lieux-là. Et il y avait ça, en fait, le lendemain, c'est donner votre sang, mais ça ne servait à rien. Vous vous souvenez, en fait, ces images qu'on voyait à la télé de personnes qui voulaient donner son sang et finalement on renvoyait les personnes chez elles parce que finalement on ne sait pas stocker ces produits et l'établissement français du sang souhaite en fait plutôt en fait des donneurs tout au long de l'année plutôt que d'avoir un pool de donneurs à un instant T. Et maintenant, je vais vous parler en fait de mon histoire, c'est-à-dire que tout ça, vous allez voir. Je vais le replacer dans un contexte qui est le mien, qui est d'une découverte, qui est issue, en fait, vous voyez, cette personne-là, le commandant Cousteau, c'était un peu un de mes mentors. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, c'était une personne qui me faisait rire, qui me faisait voyager et qui m'a donné envie de faire de la recherche. Et pourquoi ? Parce que moi, j'habitais dans un petit appartement à Paris, et donc la télé trônait au milieu du salon, et c'était vraiment le moyen de voyager. Et j'ai eu la chance, en fait, de le rencontrer, donc lorsqu'il faisait une conférence à l'Institut océanographique à Paris. Et je lui demandais, commandant Cousteau, comment on peut faire de l'océanographie. Et donc il m'a expliqué donc, tout le parcours. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis docteur en biologie marine. Et c'est un peu grâce à lui, en fait, qui est à l'origine de la découverte dont je vais vous parler. Alors, il y a une autre chose aussi qui m'a beaucoup, en fait, qui a drivé en fait, mon enfance, c'était la recherche. Je me souviens d'avoir été frustré quand j'étais au collège. J'adorais en fait lire toutes les revues scientifiques et en 5e, je me souviens très bien où c'était, j'ai eu un 0. Et avec un 0, en fait, c'était c'était des connaissances qui étaient hors de mes compétences. Et donc j'ai trouvé ça assez terrible, c'est-à-dire que dans le domaine de l'éducation, en fait, vous devez être dans un cadre et vous devez répondre en fait à ce cadre. Et si vous essayez en fait de répondre à côté, même si la réponse est bonne, on vous catalogue comme pas bon, 0, hors de vos compétences. Et je me suis dit un jour, je rentrerai en fait dans un centre de recherche pour écrire les prochains chapitres des bouquins qu'on nous apprenait, que l'on nous enseignerait en fait au niveau de l'école. Et donc je suis rentré en fait au CNRS. J'ai eu la chance de rentrer au CNRS en 99. Et donc ça a été un de mes rêves, donc la recherche, biologie marine, et puis le CNRS. Alors je m'intéressais à quelque chose qui est pour moi extrêmement intéressant d'un point de vue naturaliste, c'est l'écophysiologie ou la physiologie comparée. La physiologie comparée, c'est en fait intéressant, c'est d'essayer de voir des process physiologiques dans tout le règne du vivant pour en déterminer des mécanismes. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les environnements extrêmes. Alors les environnements extrêmes, c'est intéressant quand on étudie en fait de la physiologie, c'est tout simplement parce que c'est comme si on avait une grosse loupe pour aller voir en fait les mécanismes qui expliquent en fait cette vie dans les milieux extrêmes. Et je me suis intéressé à la respiration dans ces milieux extrêmes, dans 2 environnements dont je vais vous parler aujourd'hui, les sources hydrothermales profondes, en fait des écosystèmes que l'on trouve à plus de 3000 mètres dans les océans, et puis un environnement qui est plus basique, qui est la plage. Alors j'ai eu la chance de naviguer sur la plupart des océans, donc je partais régulièrement en campagne océanographique sur le Pacifique, sur l'Atlantique, avec des bateaux océanographiques, où là on utilisait des moyens lourds en fait, d'études, puisque en fait, on plongeait dans ces abysses. Et donc tous les points, c'est les zones où en fait j'ai eu la chance de plonger. Et ça se passait comme ça en fait. Donc au fond de ces océans, il y a des montagnes sous-marines. Ce sont des grandes montagnes sous-marines, puisque le fond des océans, c'est pas quelque chose qui est figé. Le Pacifique, le renouvellement du fond de l'océan, c'est 10 cm par an. L'Atlantique, c'est 1 à 2 cm par an. Et autour de ces montagnes sous-marines, il y a un volcanisme extrêmement important, où il y a en fait une faune que l'on ne connaissait pas dans les années 80. Et une faune en fait qui dépend de l'hydrogène sulfuré. Et moi, ça m'a posé une question parce que vous savez, en fait, l'hydrogène sulfuré est un produit toxique, notamment qui est complètement antinomique avec la respiration. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment la vie était possible dans ces fonds des océans avec de telles concentrations de poison. Et j'ai montré, en fait,
par en fait, mes recherches que finalement la vie au fond de ces océans n'était pas liée à la photosynthèse mais à la chimiosynthèse, l'utilisation du soufre pour en produire de l'énergie. Et j'ai commencé à travailler sur les pigments respiratoires de ces animaux qui sont des vers géants. Donc ce sont des vers, on les verra tout à l'heure, mais voilà à quoi correspond une campagne océanographique. On partait sur des bateaux, on plongeait avec des sous-marins. En fait, une plongée, ça dure 8 heures. Vous êtes lâché là-haut du bateau, vous descendez au fond de l'océan à 3600 mètres et vous commencez en fait à étudier en fait cette biocénose qui se trouve en fait au fond de la mer. On remontait en fait ces animaux, on faisait plein de manips en fait sur les bateaux et toujours en fait au niveau de la respiration. Voilà les vers. Ces vers, ce sont des riftias, ce sont des vers qui font 3 mètres de haut. 4 à 5 cm de diamètre, la couleur rouge c'est de l'hémoglobine, et en fait ces vers n'ont pas de tube digestif, n'ont pas d'anus, et ils se nourrissent uniquement d'hydrogène sulfuré qui vont lier sur des molécules d'hémoglobine, et en fait on a décrit un peu le processus de chimiosynthèse, comment la vie est apparue, en fait il y a énormément d'études sur l'apparition de la vie sur Terre. Demain le soleil arrête de briller, ces vers sont toujours présents en fait au fond de l'océan. Et je me suis intéressé à un autre environnement qui est la plage. Alors à la plage, c'est sympa, on va se baigner, mais en fait la plage, c'est un environnement extrême. Notamment sur les côtes de l'Atlantique, il y a les phénomènes de marée. Donc du côté de Morlaix, c'est 13 mètres de marnage entre la marée haute et la marée basse. Imaginez en fait vous les vers qui colonisent, en fait les organismes qui colonisent cette zone de balancement des marées. De temps en temps, ils sont sous l'eau, de temps en temps, ils sont dans l'air. Il peut y avoir aussi des variations de température, chaud, froid, et il peut y avoir un petit peu en Bretagne, de l'eau douce, puisqu'il pleut un petit peu en Bretagne. Et en fait, ces organismes vont être tantôt en fait avec de l'eau salée et tantôt en fait avec de l'eau douce. Et je me suis intéressé à un ver marin qui laisse ses traces. Je suis sûr que vous les avez déjà vues en vous baladant sur les plages. En fait, ces traces, ce sont les traces d'un ver qu'on appelle Arenicola marina. C'est un organisme psamivore qui mange du sable. Alors il ne se nourrit pas de silice, mais il se nourrit en fait de matière organique qu'il y a dans le sable. Et donc ça laisse ses traces. Et donc je me suis intéressé à ce ver-là pour une question de recherche fondamentale. C'est pour ça que j'insiste beaucoup quand je fais des conférences, c'est ne négligeons pas notre recherche fondamentale. Sans recherche fondamentale, je pense qu'il n'y a pas d'innovation de rupture. Et donc je m'intéressais en fait à ces traces pour une simple question de recherche fondamentale. Essayer de comprendre comment un organisme marin qui est Arenicola marina, était capable de vivre dans l'air et dans l'eau. Alors quand je disais ça en famille, on me dit mais les chercheurs de CNRS n'ont pas d'autre chose à faire que de s'intéresser à un petit ver marin sur une plage. Et vous allez voir qu'à partir de là, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine en ayant compris comment ce ver marin fonctionne. Donc le ver, le voici. Alors c'est un ver qui est étonnant, c'est un ver qui a 450 millions d'années. Alors juste pour vous donner en fait une idée d'échelle, alors je sais qu'on est à Poitiers, qu'on parle de Toumaï ici, on parle de Lucie ailleurs, donc en fait c'est entre 3 et 7 millions d'années en fait l'origine de l'homme, ici 450 millions d'années. Ça fait 450 millions d'années que cette petite bête vit entre la marée haute et la marée basse. Donc imaginez-vous, projetez-vous en fait dans cette histoire, le nombre en fait de cataclysmes, le nombre de refroidissements, de réchauffement climatique, lui il est toujours là et il vit entre la marée haute et la marée basse. Et donc, je me suis intéressé, pour essayer de comprendre comment ce ver respirait entre la marée haute et la marée basse, je me suis intéressé au sang de l'animal. Et donc, au démarrage, vous savez, bon, encore une fois, on est dans un contexte médical. Vous savez tous qu'on a des globules rouges, mais ce qui est en fait notre dénominateur commun, c'est ces globules rouges. Mais par contre, ce qui fait notre différence, c'est le typage sanguin. On a tous ici un typage sanguin différent. Alors, ABO, résus positif ou négatif, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisqu'il existe un peu plus d'une centaine de typages sanguins différents. Et donc ça, c'était en fait ce qui existait, c'était le démarrage. Et moi, j'ai trouvé, en fait, en travaillant sur ce ver marin, cette protéine. Cette molécule qui est une hémoglobine extracellulaire, qui est une hémoglobine, en fait, c'est l'ancêtre de nos globules rouges. Et donc, en travaillant sur cette molécule, alors c'est pas un dessin d'artiste, c'est vraiment la molécule telle qu'on la trouve chez le ver marin, c'est de la cryomicroscopie. Et en fait, j'ai décrit cette molécule, c'est un biopolymère, une nanoparticule, qui fait 25 nanomètres de côté quand on voit de face, ou de profil 15 nanomètres. Et en fait, en décrivant toute la structure de cette molécule, je me suis aperçu que les chaînes qui composaient cette molécule étaient quasiment similaires aux chaînes alpha-bêta. Alpha-bêta humaine. Et en fait, ici, on a juste un polymère de chaîne alpha-bêta ponté entre elles par des liaisons covalentes. Et au centre de cette molécule, il y a des chaînes qu'on appelle des chaînes de structure qui confèrent à la molécule une activité
antioxydante intrinsèque. Donc c'est un transporteur d'oxygène qui a aussi cette capacité de lutter contre les radicaux libres. En fait, tout ce que vous allez trouver dans un globule rouge, les méthémoglobine réductases, les superoxyde dismutase, en fait, ici, ont évolué avec la molécule d'hémoglobine. Et juste pour la petite histoire, et c'est aussi important, quand j'ai trouvé ça, on m'a demandé de venir faire une présentation à Paris, dans un hôpital parisien, et je me suis retrouvé, en fait, dans un club savant qui s'appelait le Club du Globule Rouge. Et on m'a dit, c'est pas possible. Parce que nous, on est le Club du Globule Rouge, et tout ce qui est hémoglobine, c'est à l'intérieur d'un globule rouge. Et donc, venez nous parler de votre produit, parce qu'on n'a jamais vu ça. Et donc, j'ai parlé, en fait, au démarrage, je dis toujours, pour la petite histoire, que j'avais l'impression d'être le con invité dans un dîner de cons, ou l'interlude d'un congrès médical. Et au démarrage, tout le monde se marrait, parce que j'allais parler de biologie marine, j'allais parler de vers marins, etc. Et puis, à la fin, je les sentais, en fait, complètement passionnés par ce que je disais. Et puis, en fait, ils sont descendus, ils m'ont dit, mais c'est pas possible, vous n'avez pas trouvé ça. Nous, on cherche ça depuis plus de 40 ans, pour en faire un substitut sanguin universel. Et je leur dis naïvement, ben si, et puis en plus, il y en a plein sur les plages. Et donc ici, c'était comme ça, au démarrage, c'était ça, c'était en fait la collecte de l'hémoglobine dans chaque ver marin, donc ça a commencé comme ça. Et puis, et là aussi, j'ai eu, et j'adore en fait ce qui a été dit là, c'est la transversalité entre la recherche fondamentale, l'innovation, la création d'entreprises. Moi, je suis rentré dans mon laboratoire naïvement, puis je leur ai dit, écoutez, c'est super la respiration du ver marin, on a compris comment ça fonctionnait, mais là-bas, il y a des médecins qui nous disent, mais ça peut servir à sauver des vies. Et là, donc, ils me disent, mais non, ça, c'est pas notre métier, donc s'il y a une innovation, on le passera à un industriel. Et là, je pense qu'ils m'ont planté la graine de la frustration en disant « Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on n'aurait pas le droit de passer du laboratoire à l'entreprise, à aller vérifier ses idées, etc. » Et je suis tombé en fait dans un monde cloisonné et ça m'a vraiment frustré. Et donc j'ai gardé ça en fait à l'esprit. J'étais doctorant, donc j'ai fait ma thèse, je suis parti en postdoc en fait à l'étranger. Et puis en revenant au CNRS, la première chose que je me suis dit, bon, maintenant, ils ne peuvent pas me virer, donc je vais tester. Et voilà les premières manips qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on allait chercher en fait, de l'hémoglobine, en fait, j'allais chercher de ces vers marins sur la plage, et donc je récupérais les molécules d'hémoglobine. On avait bien évidemment décrit toute la structure, donc tout ça, en fait, si ça vous intéresse, hein, c'est Medline, fait à Nicolas Marina ou mon nom. En fait, on a une centaine de publications en fait, sur l'ensemble de la techno. Et alors moi, j'aurais pu parfaitement rester en fait, au CNRS. Hein. J'ai obtenu en fait, peu après mon intégration la médaille de bronze du CNRS, donc j'étais en fait, dans mon cadre, ma zone de confort, où j'aurais pu rester continuellement à faire de la recherche fondamentale. Mais à un moment donné, j'ai trouvé en fait ce métier, en fait j'ai trouvé en fait d'être dans un laboratoire assez frustrant parce que en fait finalement, je ne sais pas s'il y a des chercheurs, oui il y a plein de chercheurs dans cette salle, finalement le chercheur de recherche fondamentale, son boulot s'arrête quand on fait la publication, on repasse à une autre publication, on recommence, etc. Et moi j'ai voulu vraiment amener ce produit dans les blocs opératoires. Et donc voilà, en comparaison, la molécule d'hémoglobine d'arénicole, la molécule d'hémoglobine humaine, donc 450 millions d'années, 3 millions d'années pour Lucie. Et voilà ce que j'ai fait, ça c'est une vieille photo. Donc au démarrage, ça c'était un peu, alors je pense qu'on n'aurait plus le droit de faire ça, hein. J'ai trouvé un laboratoire où il y avait des souris, et j'avais au préalable purifié mes molécules d'hémoglobine par les techniques de labo que j'avais en fait à l'époque de biochimie. Et puis j'ai trouvé un laboratoire où on me laissait en fait tester mon idée. Et là, c'est les premières manips en fait où j'exsanguinais des souris ou des rats et on les remplissait par des hémoglobines d'arénicole. Et là, il se passait absolument rien. On avait un vertébré qui fonctionnait avec de l'hémoglobine d'invertébré. Alors depuis, on a fait d'autres animaux, on a fait des lapins, des chats, des chiens, etc. En fait, vous pouvez complètement changer le pigment respiratoire d'un animal par cette molécule. Et alors là, ça a fait un peu le buzz à l'époque au CNRS, donc les premiers brevets déposés, etc. Et puis, voilà, je me suis retrouvé en fait devant ce dilemme. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne mon idée à un industriel ou est-ce que c'est moi qui vais devenir l'industriel? Et je me souviens, en fait, mon laboratoire, c'était la station biologique de Roscoff, donc dans le Finistère. En allant, en fait, au boulot, j'entends, en fait, à la radio, prix de la création d'entreprises innovantes. Je ne savais pas du tout ce que c'était une entreprise, donc je me dis, bon, je vais postuler. Donc je postule le premier prix, et je gagne le premier prix, 45 000 €. Je me dis, ah, tiens, c'est pas mal, il y a des personnes qui pensent que ce que tu fais, ça peut servir quelque part.
Et puis finalement, je fais un business plan, donc on m'explique comment faire un business plan, et puis je refais un autre concours et je gagne 450 000 €. Je me dis, alors là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Et donc finalement, je décide en 2007 de démissionner du CNRS. Alors là, vous imaginez, vous trahissez votre monde, vous trahissez la recherche publique, vous trahissez la recherche fondamentale, vous passez du public au privé. Et donc c'était terrible, c'était terrible. Et donc je crée Marina en plus en 2007. Et bien évidemment, vous vous souvenez, 2007-2008, crise des subprimes, donc plus un euro à lever sur les marchés financiers. Et bien évidemment, les petits copains disent tu vas te planter, tu vas revenir. Et donc non, on est là 12 ans après, et puis on est toujours là, et puis on développe toujours notre entreprise. Et donc je crée cette société de rien. Donc moi j'étais en fait, encore une fois, chercheur. J'ai fait en fait un parcours universitaire. On m'a jamais dit qu'une entreprise ça existait. Quand j'étais à la fac, on me disait tu pouvais faire 2 métiers, chercheur et enseignant-chercheur. On m'a jamais dit que je pouvais aller dans le privé. Et donc j'ai créé de rien en fait cette société. Et donc aujourd'hui, cette société, c'est une quarantaine de collaborateurs. On est basé en Bretagne, donc à Morlaix, dans le Finistère Nord, mais on a aussi d'autres sites. Donc vous allez voir, en fait, bien évidemment, étant biologiste, il était hors de question que j'aille défaune toutes les plages de Bretagne. Donc aujourd'hui, on produit nos arénicoles dans une ferme aquacole. On a aussi un bureau en fait à Boston, et puis on a des bureaux aussi à Paris. Et donc la molécule, la voici, alors quelques mots, c'est un biopolymère, 3,6 millions de Dalton, donc ça permet qu'il y ait 40 fois plus d'oxygène que l'hémoglobine tétramérique, donc 4 chaînes alpha-bêta. Donc il y a des chaînes de structure. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est simple, c'est hyper archaïque, c'est une éponge à oxygène. Elle est caractérisée par une affinité, une P50, et en fait ça fonctionne entre la P50 et la PO2. Rien de spécial. Mais ça fonctionne très très bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette molécule n'est pas glycosylée, elle n'a pas de typage sanguin, donc ce qui fait de l'arénicole, Arenicola marina, un donneur de sang universel. Et donc aujourd'hui, ce que l'on a trouvé, vous vous souvenez des 3 chiffres que je vous expliquais au démarrage, 100 millions, plus de 23 000 et 30 secondes. En fait, on a trouvé une plateforme technologique. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand j'ai commencé Marina, c'était rouge, ça ressemblait à du sang. Je me suis dit, je vais faire un substitut sanguin. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, finalement, avec ce produit-là, tu peux faire plein d'autres choses. Et aujourd'hui, en fait, pourquoi on peut faire plein d'autres choses? Tout simplement parce que l'oxygène est au centre de tous les processus physiologiques. Et aujourd'hui, avec ce produit-là, avec cette molécule, on fait des produits pour la culture cellulaire, pour cultiver des cellules, bien évidemment pour se substituer aux globules rouges, pour transplanter, ou en fait pour préserver des greffons ou pour cicatriser des plaies. Et il y a énormément d'autres applications sur lesquelles on travaille. Aujourd'hui, Marina, c'est 60 brevets qui sont déjà délivrés dans le monde entier. On a des collaborations un peu partout dans le monde sur l'ensemble de ces technologies. Donc tout a commencé, bien évidemment, au démarrage, c'était « Ok, il va te falloir quelques litres d'hémoglobine, comment tu fais ?» Et donc c'était en fait un challenge, c'était que on a aujourd'hui une ferme, on a acheté une ferme aquacole à Noirmoutier, à l'Épine, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, on produit nos arénicoles, donc dans une condition complètement tracée, contrôlée, avec des géniteurs. Donc on a notre source génétique. Et en fait, ça ressemble à ça. En fait, c'est des grands bassins. Moi, j'appelle ça des grandes piscines dans lesquelles il y a du sable et on reproduit en fait l'ensemble du cycle de reproduction de nos vers marins. Donc aujourd'hui, on a une matière première totalement tracée et contrôlée. Ensuite, ça passe dans tout le process en fait d'extraction de cette molécule. On travaille avec des CMO, des centres en fait qui travaillent sous normes GMP. Et en fait, à la fin, en fait, on a ces produits qui sont des produits des hémoglobines extraits en fait de ces vers marins. Alors c'est sous forme de liquide rouge, mais ce qui en fait aussi l'intérêt, c'est que c'est une molécule extracellulaire. Et aujourd'hui, on est capable d'avoir l'équivalent d'une poche de sang en poudre. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez ici, en fait, alors on ne voit pas très bien parce qu'il y a un peu de la lumière, mais ce que vous voyez, c'est en fait l'équivalent dans un petit flacon de 30 ml, donc l'équivalent en transporteur d'oxygène d'une poche de sang de 450 ml de globules rouges. Et donc il suffit juste de remettre de l'eau pharmaceutique pour avoir sous forme sèche l'équivalent en fait de ce que l'on a sous forme liquide. Et donc imaginez-vous en fait la logistique. Les stocks que l'on peut faire aujourd'hui, c'est 50 dates de péremption contre 42 jours à 4 degrés, sans typage sanguin. Et aujourd'hui, on est capable en fait, de produire cette hémoglobine en fait, sous forme de poudre. Le premier produit que l'on va lancer, qui est Hémodelife, qui a été testé notamment par des personnes qui sont dans cette salle, Benoît et d'autres ici, Benoît Barou, c'est Hémodelife. Donc Hémodelife, c'est un entrant
à toutes les solutions de préservation de greffons. Alors, Thierry parlait de médicaments, ce n'est pas un médicament, c'est un dispositif médical de classe 3. Et donc, ce produit, aujourd'hui, il est développé, il est finalisé, il a déjà été testé sur l'homme. Voilà comment ça se passe en fait dans un bloc opératoire. Vous avez en fait le chirurgien, les équipes qui vont mettre en fait en contact cette hémoglobine avec une poche de préservation, et ce qui permet en fait de conserver les greffons dans un état physiologique extrêmement très très proche en fait de ce qu'il serait en fait s'il était en fait chez le donneur. Pourquoi? Tout simplement parce que même si aujourd'hui on dit que en descendant la température on descend les besoins métaboliques d'un greffon, il aura toujours besoin d'oxygène. Et nous, ce que l'on fait, c'est que l'on donne de l'oxygène. Alors c'est pas de n'importe quel type d'oxygène, parce que l'oxygène c'est très bien, mais c'est un toxique quand il n'est pas contrôlé. Là, c'est de l'oxygène physiologique puisque c'est de l'oxygène lié à un transporteur d'oxygène. Et donc vous avez en fait la mise en place en fait de ce produit dans un bloc opératoire. Et donc aujourd'hui, ce produit est utilisé dans de nombreux produits, dans de nombreuses applications de la cellule, de tissu, de l'organe et de l'organisme. Et je vais vous parler, puisque en fait tout a commencé ici avec une rencontre avec les équipes de Thierry, c'est de Hémodelife, ce produit pour préserver les greffons en attente de transplantation. Alors, j'avais pas fait exprès, mais vous parlez d'une pièce de théâtre, ça c'était le bouquin. Je confirme, hein, vous lisez ça, vous pleurez tout le temps. Et donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment, en fait, moi j'ai connaissant maintenant depuis une quinzaine d'années ce qui se passe en fait dans tout la coordination de la transplantation, etc. Vous avez vraiment toute l'histoire. Et donc, je vous invite à lire le livre ou aller en fait ce soir au théâtre pour voir cette pièce. Et donc la préservation de greffons, en fait, il y a eu, je dirais, plusieurs événements. Je ne vais pas remonter en fait toute l'histoire, mais en fait les immunosuppresseurs qui ont permis de greffer en fait des organes. Et puis en fait, je pense aujourd'hui, et je peux vous dire que Hémodelife aujourd'hui, énormément de personnes en parlent, énormément de personnes souhaitent en fait l'utilisation de ce produit en clinique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va faciliter deux paramètres. On va faciliter le paramètre de la qualité des greffons, donc éviter que des greffons se perdent, et surtout, en fait, je pense, dans un second temps, faciliter la logistique de la transplantation. Alors, sans rentrer dans tous les détails, en fait, ça c'est un schéma qui vous dit, en fait, qui vous montre quelles sont les problématiques. En fait, les problématiques sont principalement liées à des problèmes d'ischémie, donc des problèmes de circulation sanguine, donc de manque d'oxygène de ces greffons. Alors, froid, chaud, etc. Et donc des problèmes qui vont être liés à des problèmes de fibrose ou de nécrose en fait au niveau du greffon. Donc, in fine, si tout va jusqu'au bout, en fait, le rejet du greffon. Et donc aujourd'hui, il y a deux techniques donc pour préserver des greffons. Donc la technique statique, c'est-à-dire qu'on va prendre un greffon chez un donneur, on va les mettre dans des solutions de préservation de greffons, descendre la température et d'aller du point A au point B. Et des techniques qui sont apparues, je dirais, il y a à peu près une dizaine d'années, ce sont des techniques de perfusion de greffons, principalement parce que les critères d'inclusion des patients ont été élargis. Donc ce sont ces machines sur lesquelles on va mettre en fait ces greffons pour essayer, en fait, entre guillemets, de les reconditionner pour voir si on peut en fait les greffer ou pas les greffer. Donc ces techniques, c'est la préservation en statique ou la préservation en dynamique. Et le produit aujourd'hui, en fait, donc cette molécule va dans ces deux techniques, donc statique et dynamique. Ça a été montré donc par des manips en fait dans le laboratoire de Thierry, mais également aussi en clinique. Donc voilà, ça c'est, je suis très content d'être là parce que en fait tout ça, ça a commencé par le groupe de Thierry. Je vois certaines têtes dans la salle là, ils nous ont pas mal aidés en fait. Il faut que vous sachiez que en fait, et c'est pas parce que tu es là Thierry, c'est vrai que ce groupe en fait à Poitiers est extrêmement reconnu d'un point de vue international. Ils ont su en fait développer les techniques qui permettent en fait de tester différentes conditions, etc. Et je pense que vous êtes très sollicités hein, pour tester en fait l'ensemble de ces produits. Ça c'est un papier aussi qui a été publié en 2011 qui résume à peu près tout ce que l'on a fait. Alors tout commence quand on fait un développement par des cellules. Donc ça c'est ce qui a été fait sur des cellules LSCPK1. Juste en gros, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on voit que dans le graphe du haut, quand on ne met pas notre produit, ça c'est le LDH, donc on ne met pas de produit, donc après 24 heures de conservation, on détruit, les cellules sont quasiment détruites, et plus on va mettre de produits, plus on va protéger les cellules. Donc ça c'était un peu la preuve de concept cellulaire en fait de ce produit Hémodelife. Ensuite on est passé sur les modèles qui ont été développés par le groupe de Thierry, ça a été fait à Surgères, sur des porcs large white. Donc là on est passé sur de la préclinique après les modèles labo. Grosso modo, en fait, vous savez, on a une paire de reins, donc on va
prélever en fait un rein chez ce porc qui est de type large white. On va le préserver avec ou sans notre produit. Au bout de 24 heures, les chirurgiens opèrent en fait une nouvelle fois cet animal, greffent le rein qui a été préservé avec ou sans le produit et vont retirer l'autre rein, le rein contralatéral, et on va suivre en fait la fonction du rein pendant 3 mois. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc on va mélanger ces produits. Donc et puis on revient en fait. Donc ça c'est l'étape en fait du mélange, de la préservation du greffon. Et puis après donc les chirurgiens font le sens contraire pour greffer en fait ce rein. Les premiers résultats, donc les résultats qui ont fait beaucoup de bruit en fait dans le domaine de la transplantation. Vous avez 2 solutions qui sont les plus utilisées dans le monde. UW qu'on appelle le Viaspan, HTK qu'on appelle le Custodiol. C'est les courbes de créatinémie. Vous voyez la courbe en blanc, on va regarder UW, la courbe en blanc. Vous voyez qu'il y a un pic de créatinémie à 5 jours. Et puis 1 mois après la transplantation, il n'y a pas de retour à la normale en fait comme le T0. Avec Hémodolife, c'est la courbe en noir. On met en fait le produit dans ces solutions-là et en fait on a une reprise de fonction accélérée en fait quand on utilise Hémodolife. Ça, c'est les résultats sur les machines. C'est des résultats en fait d'un ANR. Donc, on a eu plusieurs ANR avec le groupe de Thierry. Ça, c'est l'ANR Hémo de Perf. C'est ce qui a été fait par les machines. Vous voyez, en fait, en conditions statiques plus 1 gramme, on améliore en fait les données créatinémie. Et puis exactement le même type de data sur les machines. Alors maintenant, comment on arrive en fait à tout ça ? Tout simplement, moi j'ai compris en fait quand on était sur la plage, j'ai compris que le ver, il arrêtait de respirer à marée basse. Et en fait, pendant 6 heures, le ver, il arrête de respirer totalement et il vit sur son stock d'oxygène qu'il a lié sur ces petites molécules d'hémoglobine. En fait, Harry Nicolas, c'est le champion du monde d'apnée. Guillaume Néry, en fait, c'est 11 minutes, lui, c'est 6 heures. Et donc, en fait, on utilise ce que l'on a vu, en fait, ce qu'on a observé dans la nature pour reproduire. Donc, vous imaginez ici, au lieu d'un Harry Nicolas, c'est mon rein qui est déconnecté de la circulation sanguine. Je lui mets, en fait, sa réserve d'oxygène qui est liée à ma molécule d'hémoglobine. Et donc aujourd'hui, donc ce qu'on a montré, c'est que c'était intéressant pour diminuer en fait les problèmes d'ischémie, de reperfusion et de préservation des greffons. Et ce qui est intéressant, c'est ça. Et j'aimerais bien qu'on en discute demain avec les équipes de Thierry. C'est souvent, et ça, je l'ai rencontré dans pas mal de laboratoires en fait académiques. Quand on parle d'une molécule, on dit plus on en met, mieux c'est. C'est comme les antibiotiques, vous en prenez plus, vous êtes soigné très très rapidement. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a montré que finalement, cette molécule, c'était une sorte de catalyseur. En fait, une molécule de transfert entre l'oxygène de l'air et en fait l'oxygène dont a besoin en fait le greffon. Donc, c'est juste en fait une cinétique de transfert d'oxygène entre un milieu, l'oxygène gazeux, et l'oxygène dissous en fait au niveau des reins. Mais on en parlera plus tard. Et donc aujourd'hui, ce produit a fait l'objet d'un essai clinique qui s'appelait Oxiop. Donc c'était un essai clinique multicentrique, donc entre Brest, la Salpêtrière avec Benoît, le CHU en fait de Tours, Lionel Badet en fait de Lyon, Marie Ezig en fait de Limoges et le professeur Thierry en fait d'ici, en fait où chaque centre a greffé 10 patients avec le produit. Donc, on ne va pas aller dans tous les détails, mais en fait, le but, c'était, vous imaginez, en fait, au démarrage, on passe d'un ver à un humain, donc on se dit, est-ce que c'est safe, est-ce que ça va marcher, etc. Donc, le premier point, c'était la safety, et aujourd'hui, on peut dire que ce produit est complètement safe. On a montré la safety, la sécurité, et c'est extrêmement important dans le développement d'un produit. Déjà, c'est la sécurité du produit. Donc, ce produit est complètement safe. Et ensuite, c'est des preuves d'efficacité. Et donc, c'est ce qu'on a obtenu, en fait, c'est les données là, qui sont sur ce graphe-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des reins, on a une paire de reins. Donc, en fait, ce qui s'est passé dans l'essai clinique, il y a un rein qui partait avec la technique classique, un rein qui partait avec Hémodolife, et on a regardé ce qu'on appelle la DGF, le Telegraph Function, c'est en fait le fonctionnement en fait, du rein après la transplantation. Et on a ce delta, en fait, entre les deux reins, et on a montré, en fait, qu'il y avait quand même 19 points de différence, en fait, sur une même paire de reins préservés avec ou sans le produit. Et donc, c'est quand même des chiffres énormes, en fait, au niveau de l'efficacité. Alors, bien évidemment, tout ça, ça doit être confirmé. On va faire un essai clinique beaucoup plus important, donc qui va inclure 460 patients, pour confirmer, en fait, ces résultats d'efficacité.
Ensuite, on ne s'est pas arrêté à la transplantation rénale, on a travaillé aussi sur la transplantation pulmonaire, et donc ça, on l'a fait avec le professeur Édouard Sage. Alors ça, c'est encore plus crucial, parce que vous savez, la transplantation, c'est un peu une course contre la montre. On a à peu près une douzaine d'heures, en fait, en transplantation rénale, on a 4, 5 heures, 6 heures, en fait, avec une transplantation pulmonaire, 4 heures à une transplantation cardiaque. Vous imaginez, en fait, toute la logistique derrière tout ça. Je discutais avec le professeur Édouard Sage, qui est à Foch, à Paris. Il me dit, quand on m'appelle pour aller chercher un poumon à Marseille, faut que voilà, tout s'enchaîne, j'ai 6 heures pour faire l'aller-retour, on prépare le patient ou la patiente en fait à Paris, et moi j'y vais avec mon équipe chercher le greffon, et ça et il faut rendre aussi hommage aux internes, parce que c'est souvent les étudiants qui vont se lever en pleine nuit pour aller faire prélever les greffons, et donc des fois je regarde ma montre, je me dis, oui, le poumon est très bien, mais finalement j'ai pas le temps de remonter, donc je perds le greffon, et en plus je perds mon patient en fait qui a été sur la table d'opération. Et donc on a montré qu'il y avait une meilleure récupération en fait du greffon avec ce produit-là. Donc ça, c'est des données qui sont disponibles, hein, vous pouvez les avoir dans la littérature. On a travaillé aussi avec le professeur Sipel, Marcelo Sipel. Alors ça, c'est avec l'université de l'hôpital de Toronto. Le problème au Canada, c'est que c'est un grand pays, hein, quand il faut amener un greffon d'une zone à l'autre, la logistique est extrêmement importante. Et donc ils ont essayé de préserver des greffons pendant 48 heures. Et aujourd'hui, alors 6 heures aujourd'hui, 48 heures avec ce produit. Et aujourd'hui, en fait, on est en train de préparer aussi un essai clinique en fait sur la transplantation pulmonaire avec lui et puis avec Sage en fait sur Paris. On a travaillé également donc avec Philippe Ménaché sur la greffe cardiaque. Donc Philippe Ménaché, en fait, il est dans l'équipe en fait du professeur Carpentier. Donc on a montré en fait qu'également en fait quand on utilisait Modelife, on préservait, on augmentait en fait la récupération du cœur après transplantation. Donc ça a été fait sur des modèles animaux. On a travaillé également sur la greffe hépatique avec Karim Boudjema. Juste, je vous montre une image, c'est celle-ci. Vous avez en fait dans un bocal ici un foie qui est préservé avec des solutions classiques. Donc les solutions qui sont uniquement aujourd'hui de l'eau, des sels et des colloïdes. Vous voyez la couleur rosâtre, jaune. Ici, c'est avec Modelife. Karim Boudjema nous dit il fonctionne même dans le bocal. Et en fait aujourd'hui en fait c'est pas, et tout ça c'est pas magique, c'est en fait on a compris la physiologie et on recrée en fait la physiologie in vitro en fait dans ces solutions. On a également travaillé avec Strasbourg. En fait, vous avez entendu parler des pancréas artificiels. Donc, leur problématique aujourd'hui, c'est d'oxygéner, en fait, notamment quand on met des cellules, des îlots de Langerhans dans une structure, il y a un problème d'oxygénation. On a montré que quand on utilisait le produit dans ces pancréas artificiels, on était capable, vous voyez, il y a le contrôle. Là, c'est la synthèse d'insuline. Pendant 7 jours, on est capable de produire de l'insuline uniquement en oxygénant ces îlots de Langerhans qui sont en fait dans un device qu'on va mettre dans l'abdomen et qui va permettent en fait d'éviter des injections en fait d'insuline. Donc on maintient ces îlots de Langerhans dans ce qu'on appelle ces pancréas artificiels. Et puis on a été aussi contacté en 2017 par le professeur Laurent Lantieri qui m'appelle et qui me dit écoute, j'ai entendu parler de ton produit, je le veux. Alors je lui dis non, vous ne pouvez pas l'avoir, professeur Lantieri, parce que c'est un produit qui est destiné aujourd'hui aux organes solides. Il me dit, j'ai compris la techno, j'en ai besoin parce que j'ai un patient qui a rejeté son premier greffon et je sais que l'opération va être délicate et j'ai besoin de ton produit. Alors je lui ai dit, écoutez, si vous faites toutes les démarches auprès des autorités, je peux vous le procurer. Et donc il a fait tout ça dans un temps record, il a eu les autorisations. Et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose ça a été une histoire assez étonnante. Il m'appelle le 15 janvier, en fait, il me dit, je vais chercher un greffon, j'ai un greffon pour mon patient. Et là, je vais utiliser ton produit. Et donc, et le 16, il m'appelle, il me dit, tout s'est bien passé, et c'était incroyable. Quand j'ai utilisé ton produit, il n'y avait pas d'œdème, il n'y avait pas des problèmes d'anastomose, il n'y avait pas des problèmes d'ischémie. Le visage, quand je l'ai mis dans ton produit, avec le produit, il était rose, il était vivant. Et c'était tellement facile pour transplanter en fait ce tissu composite. Alors, et puis le deuxième événement, c'est quand j'ai eu en fait la maman du transplanté qui m'a téléphoné. Elle me dit, vous avez sauvé mon fils. Alors je lui dis, ah non, moi j'ai rien sauvé du tout, j'ai apporté un produit et le geste, c'était quand même le professeur Lantieri. Elle me dit, oui, mais il m'a dit que en fait, sans votre produit, c'était quasiment impossible. Et je peux vous dire que, imaginez-vous quand même d'où je viens, de la plage, d'un verre, de ma fourche, de mes bottes, d'un seau, aller chercher des verres sur la plage. Et là, on est en train de complètement passer à un autre paradigme.
Et on a reçu aussi, en fait, alors le professeur Carpentier nous a remis un prix, c'est le cœur Carmat, le cœur artificiel. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand il nous a remis le prix, il n'a pas parlé de son cœur Carmat, il a dit il y aura 2 événements majeurs dans le domaine de la greffe d'organes, les immunosuppresseurs qui nous ont permis de transplanter, et Hémodelive, votre innovation qui va nous donner du temps et des organes en meilleure qualité. Et aujourd'hui, je peux vous dire que, en fait, moi je voyage pas mal à travers le monde. En fait, les chirurgiens aujourd'hui attendent ce produit parce qu'il n'y a pas eu d'innovation majeure dans la conservation des greffons depuis plus de 20 ans. Et ils sont vraiment à la recherche d'innovation en fait, dans la transplantation. Pourquoi ? Pour sauver en fait, des greffons qui ne seraient pas transplantables aujourd'hui. Et pour greffer, bien évidemment, plus de personnes. Je vais vous parler d'une autre application qui est la cicatrisation. Et donc voilà, ce type de plaies, ce n'est pas des plaies faciles, c'est des plaies qui vont se terminer en fait en gangrène. C'est principalement des ulcères variqueux, des personnes qui souffrent de diabète. C'est des problèmes d'ischémie des membres inférieurs. Et donc en fait, les globules rouges ne circulent plus. Et l'idée que l'on a eue, c'était, alors encore une fois ces plaies, c'était en fait d'utiliser nos molécules. On s'est dit, on a un transporteur d'oxygène, on ne peut pas passer aujourd'hui. Parce que ça, c'est aussi un dispositif médical. On ne peut pas passer par la circulation sanguine. On va passer par un pansement. Et donc, voilà ce qu'on a fait. On est passé sur un hydrocolloïde, un hydrogel. On a greffé nos molécules à l'intérieur de ce gel. Et finalement, ça donne un pansement rose. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que finalement, quand vous mettez ce pansement en fait, sur une plaie, le pansement blanc, en fait, il va y avoir juste un équilibre de pression entre la pression de la PO2 de l'air et la PO2 en fait, au niveau de la plaie. Ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la vitesse en fait, de transfert d'oxygène, donc juste parce qu'en fait, on a mis un catalyseur qui sont nos molécules dans ces pansements. Et donc aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un dispositif médical de classe 3. On a montré comment ça fonctionnait. Et ça, c'est les résultats qui nous montraient qu'on augmente quasiment d'un facteur 10 les vitesses de cicatrisation. Alors ça a été fait toujours pareil, quand on développe un produit, c'est labo, cellules, après animaux, précliniques, et puis là on est en train de programmer un essai clinique avec l'Institut Curie en fait, à Paris. Une autre application dont je voudrais vous parler, c'est Hémoxy Carrier, donc c'est toujours le même contexte, sauf que là on va remplacer le culot globulaire dans différentes applications, notamment aujourd'hui on s'est focalisé sur 3 applications. La drépanocytose, donc une maladie génétique qui va déformer le globule rouge, l'AVC et en fait le trauma crânien. Et donc tout ça encore une fois c'est publié. Donc on a montré en fait on a énormément de preuves de concept en fait sur ces applications. On a également aussi un plan de lancement en fait de ce produit. Alors ici vous avez un plus gros animal, mais vous changez en fait le sang de cet animal et ça fonctionne. On a travaillé également donc, dans le domaine du cancer avec l'Institut Gustave Roussy, qui sont venus nous chercher en disant nous aujourd'hui on a une problématique sur les tumeurs solides. Parce que c'est toujours pareil, c'est des rencontres, moi j'y connais rien dans leur domaine, et c'est des rencontres, en fait on se parle, et là ils me disent en fait on a un problème, c'est que finalement quand on fait de la radiothérapie, on voudrait quelque chose qui augmente le bénéfice de la radiothérapie. Et on a pensé que ta molécule, qui était en fait une nanoparticule, qui est 250 fois plus petite qu'un globule rouge, peut rentrer en fait dans ces tumeurs solides, et si on va irradier cette petite molécule, on va créer une sorte de bombe à ion superoxyde et on va tuer la tumeur en son centre. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a marché. Et donc aujourd'hui, en fait, on ne développe pas ça nous en interne, mais on a la technologie pour le faire. Et donc vous voyez toutes les technologies que l'on peut développer à partir de cette molécule. Donc ça, on a montré que la demi-vie du produit était courte, donc c'est pas un produit qui va remplacer le globule rouge. C'est pour ça qu'on se focalise sur des pathologies de type urgence, où on a besoin d'aller oxygéner en fait, un tissu ou un patient pendant un certain temps. Là, c'est aussi une histoire assez étonnante. J'étais en fait dans un congrès donc, en Italie et je parle en fait donc un congrès scientifique sur les substituts sanguins. Je présente en fait ce que j'avais trouvé, mes papiers, et puis je pars. Donc c'était à Parme. Je pars en fait, je retourne en France et je reçois un SMS. Le SMS c'était en traduction, nous représentons les intérêts de l'US Navy. Nous avons entendu parler de votre produit. Est-ce que vous pouvez être à Washington dans les 15 jours ? Alors je peux vous dire que je pensais que c'était un gag. Eh bien, c'était pas un gag du tout. Donc je vais à Washington. Donc ils me disent que voilà, ils sont intéressés, très très intéressés par notre produit parce qu'ils ont une problématique. Alors je leur dis bah oui, le choc par balle, le choc hémorragique. Ils me disent ah non, c'est pas ça. C'est les blasts, les explosions. Et donc aujourd'hui, en fait, les guerres sont modernes. Une explosion, c'est en fait un effet de souffle. Alors, c'est pas une petite claque sur la tête, c'est quasiment une grosse pierre sur la tête. Et finalement, ça fait des œdèmes cérébraux. Et on a à peu près 1 heure pour transférer notre militaire de l'avant à l'arrière pour pouvoir, en fait, le traiter. Est-ce que vous pensez que votre produit peut oxygéner un cerveau pendant 1 heure ? J'en savais foutre rien. Et donc, ils ont fait des manifs. Ça s'est publié donc, dans le Journal of Neurotrauma.
Donc ils ont des modèles cliniques de trauma. Et finalement, au lieu d'aller oxygéner pendant 1 heure, on a oxygéné pendant 2h30. Et donc aujourd'hui, on a une collaboration avec les militaires, puisque c'est un produit d'urgence qui pourrait aussi être intéressant dans ce type de pathologie. C'est pour ça aussi que nous, on va le développer pour l'AVC et pour le trauma crânien. On est aussi dans le domaine dentaire. Alors, ça vous fait peut-être penser une liste à la Prévert, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir, vous avez vu d'où, en fait, on avait une idée au démarrage, et comme on a compris que la molécule, c'était une plateforme technologique, nous, ce qu'on fait, on dérive juste cette observation en application. Des dentistes sont venus nous voir en nous disant, nous, on a un problème avec les maladies parodontales, on les a entendus, on les a écoutés, ils nous ont dit, oui, les maladies parodontales, c'est principalement des bactéries gram-négatives dans des poches parodontales. Et donc, moi, connaissant un peu la biologie, je me suis dit, avec l'oxygène, on va aller détruire en fait, ces bactéries parodontales. Et aujourd'hui, on développe un gel qui inclut, en fait, c'est un peu le pansement, mais sous une forme de seringue, qui permet de remplir ces poches parodontales et de nettoyer en fait, ces poches parodontales. On évite en fait, les antibiotiques. Et en fait, c'est complètement biologique. On va utiliser l'oxygène en fait, pour développer ces applications. Je vais aller plus vite maintenant, j'ai terminé. En fait, on a aussi été approché par le domaine pharmaceutique. Les personnes qui font des anticorps monoclonaux pour l'immunothérapie nous ont dit, voilà, aujourd'hui on a un problème, c'est en fait le rendement de production d'anticorps monoclonal. Quand on fait 4-5 grammes par litre, c'est énorme. Et j'ai visité en fait ces usines. Des fois, ils mettent des millions d'euros dans des bioréacteurs. Et vous imaginez que dans ces millions d'euros, ils veulent en avoir beaucoup. Et donc, ils nous ont dit que en fait, leur problématique, c'était l'oxygénation, en fait, la disponibilité de l'oxygène à l'intérieur de ces bioréacteurs, en sachant que j'aurais dit, ok, mais vous pouvez faire buller, vous pouvez agiter. Donc, ils m'ont dit que c'est vrai que quand on fait buller de l'oxygène, on crée des stress oxydants, donc les rendements diminuent. Quand on agite, en fait, on va créer des stress mécaniques, et donc les rendements diminuent. Et donc on a essayé en fait cette molécule en fait dans ces bioréacteurs. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Vous avez la courbe. La courbe en bleu là-haut, c'est un blockbuster d'une grande société pharmaceutique. 3 millions de cellules au bout de 6 jours. On met en fait notre produit à T0, on multiplie par 4 le rendement de production. Ça, c'est bien, c'est la biomasse, mais là, on augmente de 70 à 90% le rendement de production de ces anticorps monoclonaux. Et vous voyez, c'est extrêmement simple, c'est un réactif, là, on le met dans le bioréacteur et ça permet de faire ça. Alors, avec ça, il y a 2 possibilités. Soit on peut faire diminuer les coûts de traitement des patients, ou eux, ils peuvent augmenter leur marge, puisqu'ils peuvent en produire plus, ça se dépend de quel côté on se place. Donc je vais arrêter là, je vois qu'il y en a qui regardaient leur montre. Donc juste pour vous dire que j'étais extrêmement content d'être là. On a eu un prix qui nous a été remis en fait en 2016 à New York, le prix Galien. C'est un peu le prix Nobel de la pharma, donc il nous a été remis en fait dans le Muséum d'histoire naturelle. On était très très contents de voir notre logo en fait à cette occasion. Et j'adore en fait cette petite phrase. Rappelez-vous protéomique, génomique, métabolomique, transcriptomique, mais rappelez-vous que de temps en temps, il est bon de regarder notre environnement pour en trouver des innovations. Merci. Merci Franck. Donc, s'il y a des questions, profitons-en. Tout là-haut. Bonjour monsieur, merci de votre très belle présentation. Jocelyn Bescon, maître de conférence en physiologie. Ça c'est le bon côté des choses que vous nous avez présenté. Et la mauvaise utilisation, l'impact, les tests sur la performance sportive, le dopage par exemple. Alors vous avez complètement raison, c'est un produit dopant. On a travaillé avec l'association de lutte antidopage. Donc il y a un papier qui est disponible. Alors je ne sais pas si vous êtes cycliste, mais ne l'utilisez pas parce qu'on peut le voir dans votre organisme. Donc on a mis au point un test qui permet de détecter le produit en fait, dans la circulation. Donc, et en fait, dès le démarrage, on a travaillé avec l'association de lutte antidopage. Bonjour, bravo, parce que vraiment je suis admiratif. C'est un super travail. Vous avez commencé votre exposé en nous parlant d'un substitut sanguin et vous nous donnez plein d'applications qui finalement sont très intéressantes mais qui ne remplacent pas le sang. Alors ma question c'est pourquoi, quels sont les freins et finalement votre hémoglobine, est-ce qu'elle va devenir le sang universel qui va permettre d'aller faire des transfusions plus facilement et de manière, on va dire,
Voilà, résoudre les problèmes de disponibilité de sang. Alors c'est une excellente question. Alors, juste pour replacer tout ça dans un contexte, 2007, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un peu le marasme financier, la crise des subprimes, etc. Donc impossible en fait de développer tout ce que j'ai... Donc à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, finalement, on a un produit qui est cette molécule, qui est ce transporteur d'oxygène. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec parce que quand je ne sais pas si vous connaissez en fait le domaine du développement, dispositif médical, médicaments, on n'est pas du tout dans la même réglementation. Donc au démarrage, on s'est posé, on s'est dit, on va faire quelque chose de relativement plus simple, des dispositifs médicaux, parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de développer cette société. Donc on s'est focalisé vers les dispositifs médicaux. Après, il ne faut pas se leurrer, un dispositif médical, ce n'est pas non plus magique, c'est aussi difficile. Vous voyez, ça fait 10 ans de développement pour en arriver là. Ensuite, je vais corriger quand même quelque chose, c'est quand on parle de substituts sanguins. Moi, je me bats toujours quand il y a des journalistes qui viennent nous interroger. Je leur dis, mais attendez, nous, on ne fait pas des substituts sanguins. On ne fait pas des substituts sanguins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le sang, il n'y a pas que des globules rouges. Il y a des globules blancs, il y a des plaquettes, il y a des facteurs de coagulation, il y a des hormones, etc. Nous, on s'occupe uniquement, en fait, aux globules rouges, en fait, pas l'hémoglobine, en fait, la fonction du globule rouge. Et donc, aujourd'hui, bien évidemment, on développe ça, c'est-à-dire que il ne faut pas penser... alors, c'est marrant parce que quand on parle de sang, on pense toujours transfusion sanguine. Mais il y a énormément de besoins d'autres pathologies où ce n'est pas forcément de la transfusion sanguine. Par exemple, quand je vous parle de drépanocytose, quand je vous parle d'AVC, quand je vous parle d'infarctus du myocarde, on a besoin de transporteurs d'oxygène sans pour cela que ça soit une transfusion sanguine. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, on a besoin juste de transporter de l'oxygène. Donc, moi, j'appelle ça un transporteur d'oxygène thérapeutique. Ensuite, il faut savoir qu'en France, il y a un monopole du sang. C'est l'établissement français du sang. Et donc, aujourd'hui, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est de développer des applications où, finalement, même si on avait un culot globulaire quelque part, on n'arriverait pas, en fait, à adresser la pathologie. Quand vous avez un ischémie cardiaque, un globule rouge, de toute façon, à un moment donné, il ne va pas pouvoir passer. Cette molécule-là, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge. Donc, on adresse des pathologies qui sont, en fait, qui sont intéressantes pour nous parce qu'on n'est pas en train de faire de la concurrence à qui que ce soit. On apporte un transporteur d'oxygène dans des pathologies qu'on ne peut pas adresser. Donc, ce n'est pas un substitut sanguin, c'est un transporteur d'oxygène thérapeutique qui assure les fonctions du globule rouge. C'est peut-être un peu tordu comme explication, mais c'est celle-là. Grégoire Monceau, moi je suis médecin. Merci beaucoup de votre présentation qui était très impressionnante. Je voulais vous poser une question un peu plus terre à terre. Donc sur la production de la molécule. On a vu que ce que vous nous avez expliqué pour l'instant, il n'y a que ce verre qui est capable de le produire. Peut-être que dans l'avenir, il y aura possibilité de faire des synthèses autres. Et ma question est assez simple. Pour un équivalent de votre flacon qui représente en transporteur, alors avec une demi-vie plus faible d'un culot globulaire, combien de kilos de verre, combien de kilos de sable est-ce qu'il faut recouvrir ? Est-ce qu'il faut recouvrir complètement de Noirmoutier de ferme pour pouvoir produire les kilos pour la population ? Bon, c'est une extrêmement bonne question et je vous invite à venir voir notre ferme de Noirmoutier. Vous verrez, il n'y a pas un tas de sable sur Noirmoutier. On a une ferme, donc en fait la ferme qui s'appelle FMN, Ferme Marine de Noirmoutier, est capable de faire 30 tonnes d'arénicole par an. Je vais vous donner des référentiels. 275 kg de verre qui correspond à un batch de production chez nous. On est capable de transplanter toutes les personnes sur la liste d'attente, 23 800 personnes. Le produit est utilisable à 1 gramme par litre. Il faut parler de capacité oxyphorique. 4 oxygènes pour une hémoglobine de type humaine, 156 pour la molécule de type arénicole. Donc en fait, pour avoir les mêmes efficacités, il faut en mettre 40 fois moins, puisqu'en fait c'est un facteur 40 entre tétramérique et hémoglobine. Donc voilà, Et puis en plus, comme je vous disais que l'arénicole était le champion du monde d'apnée, bien évidemment, au cours de son évolution, il y a une très très forte concentration en fait, d'hémoglobine par verre marin, 150 grammes par litre, tout simplement parce que cette molécule est indispensable à sa vie. Et donc c'est cette concentration qui lui permet justement d'attendre la prochaine marée haute, parce qu'il arrête de respirer pendant 6 heures. Donc non, c'est pas, il n'y a pas une montagne de sable. C'est en fait, on produit ça en fait dans une condition complètement tracée et contrôlée.
Ensuite, le génie génétique. Donc, on est entre... Donc, bien évidemment, on a protégé tous les cDNA qui codent pour la molécule. Mais là, je vous parle d'une molécule qui a 198 chaînes polypeptidiques, une nanoparticule, 25 nanos, 15 nanos. On ne connaît pas, aujourd'hui, on n'a pas les technos capables de produire une nanoparticule comme ça. C'est pas dit que demain, avec toutes les sciences en hic, on n'y arriverait pas. Mais aujourd'hui, on a protégé, donc on ne peut pas se faire copier par là. Par contre, on produit par extraction aujourd'hui. Vous avez dit que le produit restait en dehors des cellules, oui. Était dans le tissu extracellulaire. Comment l'oxygène va dans les cellules ? Alors, comme il va dans vos cellules à vous, c'est-à-dire que en fait, vous avez en fait, quand on parle de physiologie, vous avez en fait un système circulatoire. Vous avez un système circulatoire, c'est en fait vos globules rouges qui vont lier l'oxygène en fait au moment de la respiration, et il va y avoir un transfert en fait au niveau de vos muscles par une autre protéine qu'on appelle la myoglobine. En fait, ce qui se passe, c'est une cascade de pression partielle entre la P50 de la molécule et la PO2 de la cellule. En fait, on transfère de l'oxygène par ce gradient de pression partielle. Une autre question, vous avez parlé des radicaux libres. Moi, je suis oncologue radiothérapeute, donc je suis impliqué aussi dans les nanoparticules. Alors, vous connaissez peut-être Eric Dutch, c'est avec lui qu'on a fait ça. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Et en fait, vous avez dit aussi que ce produit protégeait des radicaux libres. Donc, est-ce que c'est un produit de radioprotection dans une autre orientation? Alors, quand je parle d'activité antioxydante SOD, en fait, la superoxyde dismutase, je parle en conditions physiologiques. Vous avez un transporteur d'oxygène et vous avez une fonction de détoxication liée en fait aux ions superoxydes. Par contre, quand vous irradiez la molécule, vous n'êtes plus du tout en conditions physiologiques. Vous avez une molécule qui est 100% saturée en oxygène, vous allez irradier en fait la molécule, et c'est les molécules d'oxygène chargées sur la molécule d'hémoglobine qui vont créer les ions superoxydes. On est dans une condition extra-physiologique. Merci pour ce superbe exposé. Donc, je suis Jean-Claude Lecron, je suis biochimiste et un petit peu immunologiste aussi. Et donc, je comprends très bien ces applications formidables que vous avez montrées de la molécule pour des applications à court terme. Vous avez parlé de drépanocytose, application à long terme. Donc, c'est une xénoprotéine. Quel est son caractère immunogène ou potentiellement immunogène pour des applications de ce type? Alors, merci de m'avoir posé cette question parce que j'adore ce type de questions. Et en fait, c'est une question fondamentale. C'est-à-dire qu'on a tous appris, vous avez tous appris, je vois des étudiants, vous avez tous appris que dans vos bouquins, protéines étrangères, réaction immunitaire. Je pense que ça y est encore. Et c'est faux pour certaines protéines. C'est faux pour certaines protéines, notamment les hémoglobines. Alors, je parle d'hémoglobine, je ne parle pas de la cellule qui contient en fait des sucres. Cette molécule est extrêmement conservée dans tout le règne du vivant. Vous avez de l'hémoglobine chez les plantes, vous avez de l'hémoglobine chez les bactéries, vous avez de l'hémoglobine chez les vers marins, vous avez de l'hémoglobine chez les vertébrés. Et en fait, quand on regarde la structure de cette molécule, déjà en fait au niveau de la structure primaire, en fait c'est 99,9% homologue aux hémoglobines humaines, aux chaînes alpha-bêta. C'est pas parce que c'est un ver qui a 450 millions d'années que c'est complètement différent. En fait, ce que vous avez sur cette molécule, c'est un polymère de chaîne alpha-bêta. Aujourd'hui, je vous invite à lire Biotech Journal 2006, où on a travaillé sur l'immunologie en fait de toute cette molécule-là. Si vous le voulez, vous me laissez votre carte, je vous l'enverrai. On a montré que ce n'était pas immunogène et pas allergène. Et j'aimerais bien aussi en fait, profiter de cette tribune pour dire, ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte dans des bouquins, faites votre propre analyse de temps en temps. Bien, on va peut-être arrêter là. Juste pour conclure, simplement, c'est typiquement la molécule d'intérêt aujourd'hui. Et ce que je voudrais juste pour finir, cette molécule n'a absolument pas fini son histoire, en tout cas dans le domaine de la transplantation. Comme vous le savez, on a un gros déficit d'organes. C'est un vrai problème aujourd'hui pour greffer les gens. Tu l'as rappelé quand même par le nombre de gens qui sont en attente. Or, ces molécules aujourd'hui nous permettent de reconceptualiser complètement la conservation des organes. Et probablement que l'avenir sera d'avoir des unités d'évaluation de ces organes, d'avoir des structures relativement évoluées qui pourront évaluer ces organes et probablement les réparer. Or, l'utilisation du sang n'est pas si simple que ça en transplantation, pour plein de raisons, parce qu'il y a effectivement de nombreux antigènes qui sont vectorisés, et l'utilisation de molécules de cette nature-là peuvent permettre effectivement de réparer ces organes. Et aujourd'hui, c'est un concept qui est en train d'arriver, encore un nouveau, qui va se développer grâce à l'utilisation de cette hémoglobine. D'avoir ces produits-là aujourd'hui nous permettent complètement de repenser, de sortir complètement les verrous, en fait, et d'aller vers de nouveaux principes de conservation. Et la place des unités aujourd'hui de conservation, d'évaluation, de réparation de ces organes devient complètement un concept réalisable, atteignable,
Et je pense que l'avenir, de toute façon, ce sera ces unités. On aura des grosses unités dans les grandes régions. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on améliorera le nombre de leurs organes, leur qualité et donc leur vie à long terme. Merci encore, Merci à Franck, toi. vraiment. Merci à vous. Et on va donc passer la... On va passer